Bonjour, cette leçon est la 4e leçon du cours d'hydraulique. Elle concerne les pompes. Une pompe est utilisée pour déplacer un fluide lorsque la gravité est défavorable, lorsque la gravité est favorable mais insuffisante pour fournir le débit nécessaire, lorsque la pression locale est insuffisante pour déplacer le fluide. Signalons tout d'abord qu'un écoulement peut surmonter un obstacle haut simplement grâce à l'utilisation d'un siphon. Ceci peut permettre de s'affranchir de l'utilisation d'une pompe plus compliquée et coûteuse à mettre en œuvre. Par exemple, pour transvaser cette eau d'un récipient à l'autre avec ce simple tuyau, l'eau devra, durant son cheminement, franchir les parois. Ce tuyau s'appelle alors siphon. L'entrée du siphon est placée dans le récipient à vidanger. Il doit être rempli de liquide avant sa mise en place. Lorsque l'autre extrémité est descendue à un niveau inférieur au niveau de la surface du liquide dans le réservoir d'entrée, le liquide s'écoule spontanément vers la sortie. Lorsque le siphon est complètement immergé, l'écoulement cesse lorsque les deux surfaces sont au même niveau, en vertu du principe des vases communicants. Lorsque la sortie est à l'air, il se désamorce dès que la surface du liquide dans le réservoir d'entrée est plus basse que la hauteur de la sortie du siphon. L'utilisation d'une pompe est nécessaire lorsque le niveau de sortie est plus haut que la surface libre du liquide dans le réservoir à vidanger. Avant de poursuivre, voici une question. Le jet d'eau de Genève est un jet d'eau vertical de hauteur de 140 mètres. À votre avis, le record du jet d'eau vertical le plus haut est d'environ 190 mètres, réponse 1, 250 mètres, réponse 2, ou 310 mètres, réponse 3. Je vous indiquerai la bonne réponse à la fin de cette vidéo. Voici la représentation symbolique d'une pompe. Le fluide pénètre dans la pompe par l'orifice d'aspiration et en ressort par l'orifice de refoulement. Il existe une grande variété de pompes basées sur des principes différents. Voici quelques exemples pour donner un aperçu non exhaustif. Les pompes à bras sont un type de pompe actionnée à la main. Elles sont constituées d'un piston réalisant des allers-retours dans un cylindre. Deux clapets permettent de réguler la circulation de l'eau dans le cylindre en jouant sur la pression. Lorsque le bras est poussé vers le bas, le piston remonte. Pendant ce temps, le clapet de sortie, c'est-à-dire le clapet situé sur le piston, se referme. Ceci entraîne une diminution de la pression dans le cylindre. La pression extérieure devient alors supérieure à la pression de l'air dans le cylindre et pousse l'eau vers ce cylindre. Lorsque le bras est tiré vers le haut, la pression dans le cylindre augmente si bien que le clapet de sortie s'ouvre, alors que le clapet d'entrée se referme, empêchant l'eau de redescendre vers le réservoir. Lorsque le bras est à nouveau poussé vers le bas, le piston remonte, entraînant l'eau vers le bec verseur. Le clapet d'entrée se réouvre car le déplacement de l'eau s'effectue vers le haut. L'eau qui s'est accumulée au-dessus du piston s'évacue vers le bec verseur. En même temps, l'eau est aspirée à travers le clapet d'entrée. Les pompes à bras constituent un exemple de pompe à piston. Il en existe beaucoup d'autres déclinaisons. Dans une pompe péristaltique, le fluide passe dans un tube flexible qui est déformé par un rotor doté de rouleaux ou galets qui compriment ce tube. Le fluide est donc poussé par le mouvement de ces galets. Ce processus se produit aussi dans divers systèmes biologiques comme celui du tube digestif. Un intérêt de ce type de pompe réside dans le fait que seul l'intérieur du tube est en contact avec le fluide pompé. Cela permet de déplacer des fluides sans risque de contamination de ces fluides, ni de détérioration chimique de la pompe. Les pompes à engrenage sont utilisées avec des liquides.
Les roues dentées tournent en sens opposé. Le fluide circule entre les dents de chacune des roues et la paroi du carter, et ne peut pas revenir entre les deux roues. Ce type de pompe est utilisé pour transférer des liquides visqueux, générer des pressions importantes ou encore assurer une fonction de dosage. Le principe des pompes rotatives axiales est proche de celui de l'hélice de bateau. Le déplacement du fluide est parallèle à l'axe de rotation. Ces pompes permettent d'obtenir de grands débits sur des faibles dénivelés. Les pompes centrifuges sont les pompes industrielles les plus courantes. Le liquide est guidé à travers une roue à hob ou d'une hélice appelée impulseur. Par l'effet de la rotation de l'impulseur, le fluide pompé est soumis à l'action de la force centrifuge. Il est aspiré axialement dans la pompe, puis accéléré radialement et enfin refoulé tangentiellement. Nous allons maintenant apprendre à calculer vitesse, pression et débit en présence de pompe. À la leçon précédente, nous avons considéré l'équation de Bernoulli généralisée. La charge à la section 1 d'un écoulement est égale à la charge à la section 2 plus les pertes de charge entre ces deux sections, ces pertes de charge pouvant s'écrire comme la somme des pertes de charge linéaires et des pertes de charge singulières. Les pertes de charge linéaires se produisent progressivement le long des portions rectilignes de section constante, indiquées ici en bleu. Les pertes de charge singulières se produisent au niveau de singularité, signalées ici en noir. Supposons maintenant qu'une pompe se trouve entre les sections 1 et 2. Cette pompe fournit de l'énergie à l'écoulement en augmentant la charge entre ces deux sections. La charge au niveau de la section 2 est donc plus importante en présence de la pompe que ce qu'elle serait sans la pompe. On écrit donc que H1 plus HP égale H2 plus les pertes de charge. HP porte le nom de hauteur manométrique. HP est une grandeur a priori positive qui dépend du fonctionnement de la pompe. C'est une longueur que l'on exprime souvent en mètres de colonne de liquide. Nous obtenons ainsi l'équation de Bernoulli généralisée avec pompe et perte de charge. Dans cette équation, la hauteur manométrique s'écrit du côté de la charge de la première section, c'est-à-dire ici la section 1, et les pertes de charge s'écrivent du côté de la charge de la deuxième section, l'écoulement se faisant bien sûr de la première section vers la deuxième section. L'effet de la hauteur manométrique est l'effet inverse des pertes de charge. Une pompe apporte de l'énergie à l'écoulement, contrairement aux pertes de charge qui en retirent. Voyons plus concrètement à quoi correspond la hauteur manométrique d'une pompe. Supposons qu'une pompe serve uniquement à élever un liquide présent dans un réservoir à niveau de liquide constant avec un débit volumique Q. Prenons un point A situé à la surface libre du réservoir et un point B situé tout en haut du jet vertical. En négligeant les pertes de charge, l'équation de Bernoulli généralisée entre les points A et B s'écrit HA plus HP est égal à HB, où HA est la charge en A, HB est la charge en B et HP est la hauteur manométrique de cette pompe. En détaillant les expressions de HA et HB, on obtient une expression qui se simplifie puisque les pressions en A et en B sont égales à la pression atmosphérique et les vitesses en A et en B sont nulles. On en déduit que la hauteur manométrique de la pompe est égale à la hauteur atteinte par le jet au-dessus du niveau de la surface libre du réservoir. En passant de A à B, une masse m de liquide a gagné l'énergie potentielle de pesanteur égale à m multiplié par g et par la différence de niveau, c'est-à-dire ici par HP. La variation globale d'énergie cinétique pour cette masse m de A à B est nulle. On en déduit que la puissance fournie par la pompe au liquide
est égal à cette masse multipliée par G et par HP et divisé par le temps qu'il a fallu pour acheminer cette masse de A à B, ce qui fait apparaître le débit. On trouve donc que la puissance fournie par la pompe au fluide est égale au produit de la masse volumique, de l'accélération de la pesanteur, de la hauteur manométrique et du débit. Lorsque toutes ces grandeurs sont écrites dans les unités du système international, la puissance s'obtient en watts. Le moteur qui alimente les pompes transforme de l'énergie thermique ou électrique en énergie mécanique pour permettre le mouvement des organes des pompes. Cette énergie mécanique est ensuite retransmise au fluide. Le rendement d'une pompe, indiqué ici par la lettre eta, est le rapport entre la puissance hydraulique fournie et la puissance absorbée par la pompe. Les courbes caractéristiques d'une pompe montrent les variations de la hauteur manométrique et du rendement en fonction du débit. Ceci est un exemple pour une pompe centrifuge. On voit que la hauteur manométrique dépend du débit pompé. Elle est d'autant plus faible que le débit est élevé. La courbe de rendement se présente généralement comme sur cette figure. À débit nul, la puissance fournie au liquide est nulle et le rendement tend vers 0. Il augmente avec le débit pour atteindre une valeur maximale et diminue ensuite pour des valeurs supérieures au débit optimal. En pratique, le débit d'utilisation doit être le plus proche possible du débit optimal afin de minimiser la consommation énergétique de la pompe. Les pompes à haute pression ou à fort débit peuvent fournir des rendements proches de 90%. Le rendement des pompes à basse pression ou à faible débit peut descendre en dessous de 40%. Dans cet exemple, une pompe rejette de l'eau à la sortie d'une canalisation se trouvant à la hauteur H au-dessus de la surface libre du réservoir de pompage. La hauteur manométrique de la pompe en fonction de son débit est donnée ci-dessous. Les pertes de charge sont négligées et on souhaite déterminer le débit. Appliquons pour cela la relation de Bernoulli généralisée entre un point A situé à la surface du réservoir inférieur et un point B situé à la sortie de la canalisation, tout en haut. HA plus HP est égal à HB. En supposant que le niveau dans le réservoir inférieur reste constant, la vitesse VA est nulle. De plus, les pressions en A et en B sont identiques puisqu'elles sont égales à la pression atmosphérique. Par ailleurs, la cote en B est égale à la cote en A plus la hauteur H qui vaut 5 mètres d'après l'énoncé. On en déduit que la hauteur manométrique est égale à VB carré divisé par 2G plus H. Nous avons donc obtenu une relation liant la hauteur manométrique à la vitesse de sortie. Afin de comparer cette relation avec la courbe caractéristique de la pompe donnant la hauteur manométrique en fonction du débit, nous allons substituer la vitesse par son expression en fonction du débit. La vitesse est égale au débit divisé par la surface d'une section de la conduite. En remplaçant VB par 4Q divisé par pi d2, dans l'expression issue de l'équation de Bernoulli généralisée, on obtient une nouvelle relation entre la hauteur manométrique et le débit. Avec les données prises dans les unités du système international, c'est-à-dire D égale 0,04 mètres, G égale 10 mètres par seconde carrée et H égale 5 mètres, on obtient l'équation d'une courbe. Nous avons donc deux relations liant la hauteur manométrique et le débit, la courbe caractéristique de la pompe et d'autre part l'expression que nous venons d'obtenir à partir de l'équation de Bernoulli généralisée. Les valeurs du débit et de la hauteur manométrique se trouvent sur chacune de ces deux courbes. Ces valeurs sont donc déterminées par l'intersection de ces deux courbes. Revoici la caractéristique de la pompe. Et traçons maintenant la courbe issue de l'équation de Bernoulli généralisée. L'expression de la hauteur manométrique en fonction du débit est rappelée ici en noir. Pour un débit nul, c'est-à-dire Q égale 0, la hauteur manométrique vaut 32 309 fois 0 plus 5. Elle vaut donc 5 mètres. On place sur la figure le point correspondant. On calcule de même les valeurs de HP pour différents débits.
On effectue ces calculs pour quelques valeurs du débit comprises entre 0 m3 par seconde et 0,018 m3 par seconde, c'est-à-dire 18 litres par seconde. Pour un débit de 3 litres par seconde, c'est-à-dire 0,003 m3 par seconde, on trouve une hauteur manométrique de 5,29 mètres. On place sur la figure le point correspondant. Pour un débit de 0,006 m3 par seconde, la hauteur manométrique calculée vaut 6,16 mètres. On place ce nouveau point sur la figure, le débit étant de 6 litres par seconde. Et ainsi de suite pour les autres débits. En reliant ces points, on fait apparaître la courbe issue de l'équation de Bernoulli généralisée. Cette courbe est tracée ici, en noir. Le point d'intersection des deux courbes définit ce qu'on appelle le point de fonctionnement du système. L'abscisse indique le débit et l'ordonnée la hauteur manométrique. Dans cet exemple, on trouve un débit de 12,7 litres par seconde et une hauteur manométrique de 10,2 mètres. Cette méthode est généralisable à tout circuit hydraulique. Pour introduire la notion de pression d'aspiration minimale requise, reprenons l'exemple précédent et calculons maintenant la pression PE à l'entrée de la pompe lorsque celle-ci est située à la même hauteur que la surface libre du liquide dans le réservoir inférieur. Le débit et la hauteur manométrique de la pompe ont déjà été calculés, et ils ne dépendent pas de la position de la pompe dans le circuit. Afin de calculer la pression PE, appliquons la relation de Bernoulli généralisée entre un point A situé sur la surface libre du réservoir inférieur et un point E situé à l'entrée de la pompe. Étant donné que la pompe n'est pas située entre les points A et E, il ne faut pas faire intervenir la hauteur manométrique dans l'équation de Bernoulli généralisée. Les cotes ZA et ZE sont identiques. La pression atmosphérique est connue et la vitesse VE peut être déterminée à partir du débit. On en déduit que la pression à l'entrée de la pompe est d'environ 5 × 10 puissance 4 pascal. Refaisons à peu près la même chose, mais en supposant maintenant que la pompe est située au niveau de la partie la plus haute de la conduite. Le débit n'a a priori pas changé. Par contre, nous allons voir que la pression à l'entrée de la pompe a beaucoup changé. Appliquons de nouveau la relation de Bernoulli entre les points A et E. La différence entre les cotes, ZA moins ZE, vaut maintenant moins H, alors qu'elle était précédemment nulle. On trouve que la pression PE vaut 1000 pascal, à comparer aux 5 × 10 puissance 4 pascal calculés précédemment. D'une manière générale, la pression à l'entrée d'une pompe est d'autant plus faible que la pompe est située en hauteur. Et des pressions extrêmement faibles peuvent exister au sein d'une pompe. Ceci a des conséquences. Lorsque la pression d'un liquide est inférieure à une certaine valeur, appelée pression de vapeur saturante, ce liquide se transforme en vapeur. Voici une seringue que je remplis d'eau tiède qui est à environ 40 degrés Celsius. En tirant sur le piston, je fais diminuer la pression de l'eau. On constate qu'il se forme des bulles. Ceci indique que de l'eau se transforme en vapeur, sous l'effet de la diminution de pression. La pression de vapeur saturante dépend de la température, comme indiqué sur cette figure. La courbe blanche indique la valeur de la pression de vapeur saturante de l'eau pure en fonction de la température. Elle est d'autant plus grande que la température est élevée. Pour une température de 100 degrés, elle est égale à la pression atmosphérique. Pour une température de 20 degrés, elle vaut 2346 pascal. Or, dans l'exemple précédent, nous avions trouvé une expression de la pression qui conduit à 1000 pascal à l'entrée de la pompe.
c'est-à-dire une pression inférieure à la pression de vapeur saturante à température ambiante. Des bulles de vapeur vont alors se former. Ce phénomène porte le nom de cavitation. L'implosion de ces bulles dans la pompe va créer des surpressions qui peuvent endommager la pompe. On voit sur cette photo l'impulseur d'une pompe centrifuge qui a été détériorée par ce phénomène. Pour l'éviter, il faut faire en sorte que la pression dans la pompe reste partout supérieure à la pression de vapeur saturante. Le constructeur d'une pompe établit pour cela le NPSH requis, de l'anglais Net Positive Suction Head, qui est le supplément minimal de pression qu'il faut ajouter à la pression de vapeur saturante au niveau de l'entrée de la pompe, pour que la pression à l'intérieur de cette pompe ne puisse pas être inférieure à la pression de vapeur saturante. Le NPSH requis est souvent exprimé en hauteur de colonne de liquide. Pour éviter la cavitation, il convient donc de s'assurer que la pression à l'entrée de la pompe reste supérieure à la pression de vapeur saturante plus le NPSH requis. Ces courbes ont été fournies par le constructeur d'une pompe centrifuge. Elles sont spécifiques à cette pompe. On voit que le NPSH requis dépend du débit et d'autres paramètres comme la vitesse de rotation de l'impulseur et aussi de son diamètre. Il faut retenir que l'utilisation d'une pompe nécessite des précautions. Le choix d'une pompe dépend du débit et de la hauteur manométrique nécessaires, et son positionnement doit respecter les contraintes liées au NPSH. D'une manière générale, la pompe doit être placée le plus bas possible dans un circuit. Ceci termine la leçon sur les pompes. Avant de se quitter, revenons à la question du début. La bonne réponse est la réponse 3. Le plus haut jet du monde se trouve actuellement dans la ville de Jeddah, en Arabie Saoudite. Il est alimenté par 3 grandes pompes et il peut atteindre 312 mètres, avec un débit de 625 litres par seconde. La vitesse de l'eau à la sortie est alors de 375 km/h. Merci d'avoir suivi cette leçon et à bientôt.